Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice. Aujourd'hui, nous pousserons les portes d'un tout nouveau lieu culturel à Metz, la chapelle Sainte-Blandine, qui accueille en ce moment la sublime exposition Dévotion privée. Après quoi, vous saurez tout sur la programmation réjouissante du Festival du film arabe de Famec, qui aura lieu du 3 au 13 octobre prochain. Et puis côté littérature, Xavier de la librairie La Pensée Sauvage nous invitera à lire le savoureux dernier roman de Maud Ventura. Mais tout de suite, faisons connaissance avec un artiste qui ne manque pas d'imagination. Philippe Burnel expose en ce moment ses créations au Dahu à 5 pattes à Metz, mais c'est chez lui que nous l'avons retrouvé pour en savoir plus sur son univers bigarré. Bienvenue. Bonjour Alicia. Bonjour Philippe. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Waouh! À peine passé la porte, on est complètement plongé au milieu des œuvres d'art. C'est pas pour rien, parce que Philippe, vous êtes artiste depuis plus d'une vingtaine d'années, trentaine d'années maintenant, je dirais même. Artiste bien connu pour vos bas-reliefs, on va en parler dans quelques instants, des toiles assez exceptionnelles avec un univers entre l'art brut, l'art naïf, mais bon, ça on va en parler dans quelques instants, mais comme là, on se trouve là, ici, dans votre couloir, dans votre entrée, avec toutes ces œuvres d'art, j'ai envie de vous poser cette question, la plongée et le bain dans l'art, ça a commencé comment? Très tôt ou pas? Ça a commencé à une vingtaine d'années. D'accord. Rien ne me prédestinait à ni devenir artiste, ni collectionner des œuvres d'art. D'accord. Et j'ai commencé peut-être par amour pour le surréalisme et étonné par la folie des artistes et la folie du surréalisme, tout simplement. Et de Dali notamment? Voilà, Dali. Oui, ce qui fait qu'alors on a vos premières toiles, il y en a une juste là. Oui, qui sont un peu d'inspiration, qui font un petit peu penser à cet artiste. Et donc, pour moi, c'était pas assez personnel. Oui. Ça pouvait faire office de décoration, Oui. mais il fallait autre chose. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est de découvrir cette façon de faire les bas-reliefs, bas-haut-reliefs, sculptures. J'étais quand même un peu imprégné à l'époque de films de genre. J'aimais bien... C'était films d'horreur? Oui, c'est ça, exactement, fantastique. Je disais, tiens, ça c'est quand même super. Et il faudrait que j'arrive à reproduire cet univers. Et voilà, donc voilà pourquoi c'est ce qui a donné naissance à mon inspiration. Et tout ça, de la peinture à vos débuts jusque finalement la sculpture des bas-reliefs, puis des hauts-reliefs, tout ça, ça se fait en autodidacte? Oui, tout à fait, tout à fait. En autodidacte pour ce qui est du relief, mais j'ai eu beaucoup de mal en ce qui concerne les harmonies de couleurs. Allons les découvrir justement, vos dernières créations. Bon, voilà, on entre tout de suite dans votre univers. Voilà. Avec des personnages, comment vous les définissez? Il y a un petit côté, je sais pas, oui, onirique, fantasmagorique, il y a quelque chose à la fois qui relève de l'art naïf, un peu enfantin, et puis l'art brut, comme on l'appelle aussi. Quand je crée, en fait, je m'amuse. Oui. Alors, ça me fait un peu rire de représenter certains personnages, surtout, peut-être plutôt que d'autres. Il y a des personnages qui sont représentés parce que je me sens obligé de les représenter pour dénoncer certaines causes. Bon, là, par exemple, on a Vladolf Putler, Vladimir Poutine en enfer. N'importe qui peut accéder aux plus hautes fonctions et faire n'importe quoi. Même avec un beau pays, envoyer des gens se faire tuer, tuer des gens, faire perdre tout à des pauvres gens qui n'ont rien demandé. Voilà, c'est ça que je dénonce, c'est ça qui est difficile d'admettre. Et de le faire avec humour, ça c'est important pour vous aussi? Oui, tout à fait. J'ai des thèmes qui sont bien entendu moins engagés, mais partout je pense que j'essaye d'y mettre une certaine dose d'humour.
Il y a un vrai travail de la matière, un vrai travail de sculpteur. Comment est-ce que vous vous y prenez là, pour vous attaquer par exemple à une toile comme celle-ci? Alors, je crois que vous travaillez systématiquement, je travaille à plat. C'est ça, à plat. Pour avoir une vue d'ensemble. J'ai déjà auparavant, bien entendu, fait un petit croquis. Quand c'est un haut-relief de cette dimension, je fais toujours un petit croquis pour situer les personnages. Alors, bien entendu, au fur et à mesure de la création, ça peut changer. Et donc, une fois ce travail du relief passé, toujours en travaillant avec une certaine hauteur, je m'attaque à la couleur. Et ensuite seulement, je redresse le tableau pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir me reculer et voir après terminer l'aspect couleur. Ça, c'est un panneau bois à l'arrière, un socle en bois. Dessus, c'est une mousse qui permet de ne pas alourdir la structure. Je la sculpte, je remets dessus un mélange, un revêtement de mélange pâte-papier. Et ensuite, une fois sec, je peins dessus. Donc toute votre maison finalement, vous l'avez conçue pour l'art. Sculptée pour l'art, c'est ça? Parce oui, que là, on a même un arbre ici. Oui, c'est la première chose que j'ai fait rentrer dans cette grange que j'ai rénovée. Je me suis dit que quasiment chaque chose que j'allais rajouter allait être orientée vers l'art. Ici, on a affaire à un pirate. Alors, un pirate au perroquet travesti. Voilà. C'est ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de l'hybridation. C'est une statue, une sculpture qui fait office d'étagère. Ah, génial. Voilà. Vous y avez caché vos chaussettes? Ben voilà, enfin c'est des chiffons, oui je mets, pour dire qu'il y a quelque chose dedans. Ce qui est assez drôle avec vous, c'est ça, c'est de pouvoir passer au jugement dernier, avec ces scènes un peu monstrueuses aussi, et à la fois poétiques et monstrueuses. Et puis tout d'un coup, on a Super Dupont, ouais, Super Stupid Pig, qui est là. Changement de registre, changement de couleur flashy, éclatante. Voilà, et c'est le résultat d'une inspiration, je dirais, de voisinage. Quand on a envie de traiter un problème de voisinage, on peut leur... Ça arrive. Ça arrive. Des voisins. Ça arrive, donc ça donne des idées. Pas voilà. Moins agréable. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous créez, justement? Pour moi, c'est une libération. Quand j'ai quelque chose, un sujet à traiter en tête, déjà, je suis content quand j'arrive à bout, parce que ça peut être fastidieux. Ça me libère peut-être d'un poids. Je dis, enfin, j'ai réussi à créer ce que je voulais faire, j'ai eu cette idée. Mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas l'art, j'aurais pas cette impression d'exister. L'impression, je vous dis, le pouvoir de créer, c'est cette impression d'exister. Philippe, on voit vraiment que votre maison finalement est une œuvre d'art à part entière, il y a des œuvres d'art partout. Et ce qui est assez dingue, et on va le voir, c'est que ça ne s'arrête pas à la chambre, on va pas aller dans la salle de bain, je suis sûre qu'il y a, il y a aussi des œuvres, mais vous êtes un peu finalement une sorte de facteur cheval, vous aussi on connaît le palais du facteur cheval, voilà. Et ben vous, en Lorraine, nous aussi on a notre facteur cheval, voilà. Et je vous propose d'aller faire un tour dans votre jardin. Allons-y. Je pense qu'on va encore en prendre plein les yeux. Waouh, mais c'est extraordinaire, incroyable. Au départ, j'ai démarré par ces statues tout en bas, et c'était prétexte à retenir la terre, parce que c'est un terrain en pente. C'était déjà plus ou moins étagé, et donc je me suis dit, mais oui. On est ailleurs, on est... je sais pas, à la fois chez les Aztèques, vous évoquiez l'Afrique. Oui, je me suis inspiré de plusieurs artistes qui ont déjà fait des choses, et moi je les ai transformées à ma manière, je les ai appliquées à cette réalisation-là, qui est du béton, du ciment. Elles ont une histoire, ces sculptures, pour chacune d'entre elles, ou est-ce que vous y allez un petit peu de manière instinctive? Oui, tout à fait par hasard.
Alors je fais bien entendu un croquis pour les plus imposantes. Je fais un croquis pour savoir à peu près comment je vais situer, comment je vais les orienter, et puis après c'est parti. Hein. Alors il y a certaines, j'ai voulu mettre des inclusions de verre pour laisser passer la lumière à certains moments du jour. Et puis l'étape prochaine, ça sera y inclure du grès émaillé qui puisse contenir à l'extérieur et d'apporter de la couleur sur les créations. J'évoquais le facteur cheval. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un palais soit construit ici non, mais peut-être sur un autre terrain. Oui, c'est quelque chose que... Oui, parce que là, il y aura une problématique au niveau de la construction et l'occupation. Bon, tant que ce sont des statues, ça va. Mais ça trotte dans votre tête, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Habiller, par exemple, une façade, donc au lieu d'y mettre un enduit, y mettre des bas-reliefs tout autour, oui, ça c'est clair. Oui. Je pense que je le ferai si ma santé physique le permet, parce que c'est du travail, c'est beaucoup de travail, hein, c'est du béton, du ciment à remuer, à mettre en œuvre, c'est assez physique. Et donc, oui, c'est envisageable. Donc on se revoit dans combien de 10, 15 ans? Avant, je pense. Un petit peu avant quand même. Avant, avec je pense. Avec des œuvres encore plus monumentales. Voilà. C'est le but. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi qui vous remercie. Fait rêver aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Avec toutes vos œuvres. Merci infiniment. Merci. Et notez que Philippe Burnel expose en ce moment même au Dahu à 5 pattes, l'ex-vitrine éphémère de Metz. Vous pourrez y découvrir plusieurs de ses pièces jusqu'au 23 novembre. Et je vous invite par ailleurs expressément à visiter cette belle galerie dans laquelle sont également exposées les œuvres des membres du collectif. Et restons à Metz pour pousser maintenant les portes d'un tout nouvel espace culturel et artistique, la chapelle Sainte-Blandine, qui n'est autre que la chapelle désacralisée de l'ancien hôpital du même nom, un lieu désormais alternatif dans lequel seront organisés des concerts, spectacles, mais aussi des expositions. Première en date qui inaugure les lieux, Dévotion privée, une exposition unique en son genre qui fait se côtoyer art populaire et art moderne dans un acte de résistance. Bienvenue à la chapelle Sainte-Blandine. Je vais vous faire visiter. Ce premier événement, c'est l'exposition Dévotion privée, qui était une exposition d'art contemporain qui parle du rapport entre l'art contemporain, l'art populaire et la spiritualité, entre la France et la Lituanie. Car c'est la saison de la Lituanie en France. Unique en son genre, Dévotion privée a la particularité de mêler art moderne et art populaire, avec des œuvres datant du 19e siècle, mais aussi du début du 20e. Une exposition pour le moins engagée, comme en témoigne la présence de centaines de croix réunies au sein de l'installation Lovelace, le pays des croix. La chêne, c'est un arbre sacré, et c'est à partir de cet arbre qu'on sculpte les croix, les sculptures des saints, qu'on les met tant à l'extérieur des maisons, mais aussi à l'intérieur des maisons. Et on appelle ça les croix de la maison. Toute cette tradition fait partie de notre identité nationale. La construction des croix, c'est une forme de résistance contre les oppressions qu'on a subies pendant diverses périodes dans notre histoire. Tant au XIXe siècle contre la Russie tsariste et au XXe siècle, c'était une forme de résistance contre la soviétisation aussi. Collectés pendant près de 30 ans par l'artiste et collectionneur lituanien Ramutis Petniūnas, les 250 croix s'érigent dans un cylindre de 4 mètres de haut, une façon pour l'artiste de renvoyer aux 3 principales positions du croyant, dont les prières peuvent être adressées les yeux rivés au sol comme au ciel. Et si chaque croix est singulière, l'une d'elles l'est davantage. All the crucifixions are shown, they are folk art, carved from master, but just one crucifixion is shown still alive. You can see all this keeping the head, and this is still alive. It's like a sign
for hope. L'espoir et la foi qui résonnent également au cœur de la nef à travers les œuvres époustouflantes de deux artistes contemporaines, l'une lituanienne, l'autre alsacienne, qui dialoguent entre elles. Ici, vous avez Indra Marcinkevičienė et ici Mina Montt. Et ce sont deux retables faits par deux artistes qui, à 11 ans, et on ne le savait pas en organisant cette concordance des dates, à 11 ans ont eu un événement tragique. Indra a perdu sa mère à 11 ans. Et c'est son secret, on explique comme ça, c'est un secret, c'est-à-dire un jeu d'enfant où on découvre un secret aux visiteurs. Son secret, c'est qu'elle a perdu sa mère et elle en souffre encore. Et en face, un retable de Mina Montt, une artiste alsacienne, qui raconte son histoire à 11 ans aussi. Elle a été opérée à cœur ouvert, elle a frôlé la mort. Et c'est un retable qui est comme un ex-voto dans les églises, c'est pour conjurer la mort, pour lui dire va-t'en. Et ici, on voit la mort, et comme souvent chez Mina Montt, il y a le monde souterrain, c'est gravé, et puis il y a le monde des vivants, mais bon, on voit que le monde des vivants, il est partagé entre la vie et la mort. Mina Montt, dont l'opération à cœur ouvert s'est déroulée le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, à qui les artistes messins Philippe Buatti et Jean-Marie Wunderlich ont consacré une exposition l'année dernière. Aussi, c'est tout naturellement que quelques-unes de leurs sculptures s'affichent. Un peu plus haut, en surplomb de la nef, l'exposition se poursuit de façon poétique. C'est vraiment une rencontre du collectionneur, toujours Ramutis Petnionas, avec des œuvres qu'il a collectionnées et une poétesse qui a écrit des poèmes en lituanien qui ont été consciencieusement traduits en français et qui racontent des histoires intimes. Par exemple, on voit un Saint-Jean Népomucène, je crois, au Loriot, c'est-à-dire avec un petit oiseau, et il lui parle et on entre dans un dialogue avec la statue. Et donc il y a la poésie, il y a la statue, il y a les poèmes qui ont été enregistrés et qui sont lus. Et donc c'est une invitation plus contemplative. Ne vous reste plus qu'à être touché à votre tour par la lumière qui émane des œuvres exposées comme du lieu. Un voyage entre tradition et modernité, jalonné de symboles. Vous avez jusqu'au 6 octobre pour découvrir la magnifique exposition Dévotion privée qui se prolonge également au Temple Neuf. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la chapelle Sainte-Blandine afin de vous tenir au courant de l'actualité de ce tout nouveau lieu de culture à Metz. Tournons maintenant une page littéraire puisqu'avec l'arrivée de l'automne vient l'envie de se lever bien au chaud dans les pages d'un bon livre. Il se trouve que Xavier, libraire à la pensée sauvage, en a sélectionné un rien que pour vous. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter Célèbre de Maud Ventura. On a connu Maud Ventura avec son premier roman qui s'appelait Mon mari. Un roman fascinant parce qu'il parlait d'une obsession justement, d'une femme qui était très amoureuse de son mari, qui faisait tout pour que son mari reste amoureux d'elle jusqu'à dépasser certaines limites de la morale. Et là, on la retrouve avec Célèbre, donc son deuxième roman, donc, qui parle de la célébrité, donc phénomène très actuel, puisqu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on interroge les élèves au collège, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, ils veulent devenir célèbres. Donc c'est un petit manuel de la célébrité, mais traité par Maud Ventura, donc avec beaucoup d'ironie. Enfin bref, on suit Cléo, qui est une jeune femme qui a des parents universitaires, donc qui ne connaît pas forcément la télé, les réseaux sociaux, Internet, etc. Elle est plutôt entourée de livres. Bonne élève, qui performe, qui fait l'université, etc. Sauf qu'en fait, depuis toute jeune, elle n'a qu'une idée en tête, c'est devenir célèbre. Alors, elle fait de la musique, elle compose elle-même ses textes, sa musique, etc. Et en fait, minutieusement, avec application et une ambition acharnée, elle va tout mettre en œuvre pour devenir une espèce de Beyoncé, Britney Spears, Lana Del Rey, tout ça mêlé, et en fait accéder au sommet de la célébrité. C'est vraiment un livre sur l'obsession, parce qu'en fait, elle est obsédée par cette idée et elle applique un plan très minutieux pour y arriver. Et en même temps traité par Maud Ventura, donc avec beaucoup d'ironie et une forme d'humour noir aussi, parce que en fait, la célébrité après amène
une forme de distance avec la réalité. C'est-à-dire qu'on parle des caprices de stars, on parle aussi du rapport du corps d'une célébrité. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde veut la toucher, etc. Donc une espèce de dépossession du corps. Et puis jusqu'au vertige, puisqu'en fait, on commence ce livre, on suit Cléo. Et en fait, Cléo se retrouve seule sur une île déserte. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, elle va nous raconter toute son histoire. Voilà. Donc, roman passionnant, prenant, plein de suspense, mais aussi qui parle avec un travail chirurgical du phénomène de la célébrité qui est partout en ce moment. Et super nouvelle, il se trouve que Maud Ventura sera présente à La Pensée Sauvage à Metz, mardi 8 octobre à 19 h. Soyez au rendez-vous pour vivre cette belle rencontre. 8 mois de travail, voilà ce qu'il aura fallu à l'équipe du Festival du film arabe de Famek pour constituer la programmation de sa 35e édition qui compte la Jordanie comme pays invité cette année. Mais alors à quoi faut-il s'attendre exactement? Quels sont les temps forts du festival? J'ai retrouvé Majouba Galfout pour le savoir. En termes de tendance, il y a des termes récurrents et qui sont un peu un terme universel, la femme. Le statut de la femme dans les sociétés, ces femmes en quête de liberté, de participer, d'être présentes pleinement en fait, au sein des sociétés dans lesquelles elles vivent. On a le thème aussi qui revient régulièrement de l'immigration, de la quête d'identité, donc avec des films qui dressent des portraits très beaux, sensibles en fait, d'un certain nombre de personnages en France mais aussi dans d'autres pays du monde arabe. Et puis là, cette année, on a 5-6 films qui font le lien entre cinéma et les expressions artistiques. Comment la danse, la musique est sublimée par l'art, par l'image. Et puis on a une tendance aussi sur les traumatismes qui résultent en fait des conflits et des guerres. Donc les guerres qu'on a pu connaître il y a quelques années, où là on a des films qui traitent de ça et comment des personnes essayent de continuer de vivre avec ce qu'elles ont pu connaître ou vivre à travers leur famille. Voilà. Là, tout de suite, je pense à Everybody Loves Touda. C'est le dernier film de Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, c'est un réalisateur marocain connu. Plusieurs de ses films sont passés à Cannes. On a Les Chevaux de Dieu, Ali Zawa. Et là, donc, on suit le portrait d'une jeune artiste qui vient du sud du Maroc et qui essaye de se placer, d'essayer de vivre dans une société patriarcale en tant qu'artiste et en tant que femme. Donc c'est un film d'une grande beauté. Ensuite, je pense à Ma part de Gaulois, voilà, de Majid Cherfi. En plus, on va accueillir Majid Cherfi le 7 octobre. Donc on est très content aussi de l'avoir chez nous, donc en tant qu'auteur, parolier, ancien membre du groupe Zebda. Et donc, Ma part de Gaulois, ça parle de son histoire, qui est arrivé en France, parents immigrés, et comment vivre dans une société qui n'est pas vraiment celle de sa famille, de ses parents, et comment s'intégrer. Donc ça, c'est un très beau film, une belle comédie qui est très pétillante. Le lycée, c'est pas fait pour moi. C'est pas ma faute si t'as jamais de jeunesse, maman. Moi, j'ai envie d'en avoir une. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une programmation qui soit la plus diversifiée, qui touche le plus grand nombre, et surtout d'essayer de casser un peu les clichés, les idées qu'on peut avoir, qu'on a pu recevoir à travers tel ou tel média, en se disant, venez voir des films de création, des films d'auteurs, des films de réalisateurs qui ont envie de parler de leur société, qu'ils en parlent autrement, et surtout de se dire aussi qu'on est ensemble. C'est une expérience collective, également individuelle, mais surtout collective. C'est un festival de proximité. Les réalisateurs mangent dans la salle de restauration avec tout le monde. Les débats se font dans la salle de projection, mais se prolongent également dans le salon de thé. Les festivaliers peuvent les interpeller. Donc c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, qu'il soit convivial, accessible, qu'il soit de proximité, mais qu'on propose aussi une programmation qui soit de qualité. Puisque là, maintenant, en France, on est le seul festival qui propose ce type de programmation où on a des films qui ne passeront pas en salle. Là, par exemple, on a 2 films, Hadjan et Afret, c'est un film jordanien et un film saoudien, qui n'ont jamais été sous-titrés en français. On le fait pour le festival et c'est une première française, en fait.
On mesure vraiment la chance que l'on a d'avoir un tel festival chez nous. 110 projections sont programmées, dont certaines seront suivies de belles rencontres. Parmi les invités de prestige, on notera la présence de Moussa Maskri ou encore Frédéric Bourali, respectivement président et membre du jury cette année. Mais le Festival du film arabe, ce sont également des expositions, un musée numérique, un espace livre, des stands associatifs et bien sûr un restaurant salon de thé pour vous régaler. Convivialité, partage et découverte garantie. Rendez-vous du 3 au 13 octobre à Famec. Et l'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour un nouveau plein de culture. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a boîte à malice? What is a box? What is a boîte à malice? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.